Salut tout le monde et bienvenue sur The Deep Dive. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un numéro fascinant Oui. de 7 Days Santé and Conso, daté du 30 décembre 2024. D'accord. Préparez-vous car on va explorer 3 sujets assez variés. Les mystères des rots post-fête, l'attrait irrésistible du sucre Oui. et comment l'intelligence artificielle révolutionne le diagnostic du diabète. Ah oui, un vrai cocktail de santé et de technologie. Accrochez-vous, ça promet d'être intéressant. J'ai hâte de décortiquer tout ça avec vous. Moi aussi. Super. Alors, commençons par un sujet, disons, Oui. un peu embarrassant. D'accord. Vous savez ces moments où, après un repas de fête gargantuesque, on est complètement repu. Oui. Et soudain, Oui. c'est le festival des rots. Ah, l'éructation, comme disent les spécialistes. Oui. L'article explique que ce phénomène, souvent mal compris, Oui. ne provient pas de l'estomac comme on pourrait le croire. Ah, mais de l'œsophage. D'accord. Ce conduit qui relie la gorge à l'estomac. Donc c'est l'air coincé dans l'œsophage qui cherche à s'échapper. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir plus de rots après un gros repas de fête? L'article met en avant plusieurs coupables. Oui. Tout d'abord, manger trop vite et en trop grande quantité. Mhm. Ensuite, les boissons gazeuses, Oui. qui libèrent du dioxyde de carbone dans l'estomac. D'accord. Et puis aussi surprenant que cela puisse paraître, le stress peut également jouer un rôle, Ah oui. en modifiant notre façon de respirer et de digérer. Intéressant. L'article mentionne aussi que certains aliments sont de véritables usines à gaz, n'est-ce pas? Absolument. Oui. On retrouve les suspects habituels, les choux, le brocoli. Oui. Tous ces légumes crucifères qui, bien que bénéfiques pour la santé, peuvent causer des ballonnements et des rots. Sans oublier les plats riches en matières grasses, souvent stars des repas de fête, Oui. qui ralentissent la digestion et favorisent l'accumulation de gaz. Donc si on veut éviter les rots intempestifs, on mange lentement, on évite les sodas Oui. et on fait attention aux choux de Bruxelles. Exactement. Mais l'article aborde aussi un point plus sérieux. Quand est-ce que ces rots peuvent être le signe d'un problème de santé? C'est une excellente question. Oui. La plupart du temps, les rots sont bénins et liés à nos habitudes alimentaires. D'accord. Mais l'article nous rappelle que des rots fréquents douloureux ou accompagnés d'autres symptômes Oui. peuvent indiquer un problème sous-jacent. On parle de reflux gastro-œsophagien où l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, Oui. de gastrite, une inflammation de la paroi de l'estomac, ou encore d'infection bactérienne. Donc, si on a des doutes, il vaut mieux consulter un médecin pour écarter toute complication. Exactement. Oui. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Tout à fait. Voilà. Bon, on a parlé de ces petits désagréments digestifs, mais maintenant, place à un sujet plus gourmand. Le sucre, pourquoi est-ce qu'on en raffole? Autant, qu'est-ce qui fait qu'on craque si facilement pour une part de bûche ou une boîte de chocolat? Ah, le sucre, un véritable aimant pour nos papilles. L'article explique que cette attirance n'est pas simplement une question de gourmandise, Oui. mais qu'elle est profondément ancrée dans notre biologie. D'accord. Pour nos ancêtres, le sucre rare et précieux était une source d'énergie vitale. Donc, si je comprends bien, notre attirance pour le sucre est un héritage de nos ancêtres, Oui, une sorte de programmation génétique qui nous pousse à rechercher cette source d'énergie. exactement. Le problème, c'est que notre environnement a radicalement changé, tandis que nos instincts, eux, sont restés les mêmes. Oui, Le sucre, autrefois rare, est devenu omniprésent. c'est vrai. On en trouve dans des quantités astronomiques dans les produits transformés, les boissons, les plats préparés. Et notre cerveau, toujours à la recherche de cette précieuse énergie, se retrouve un peu perdu face à cette abondance de sucre, c'est ça? Oui, on peut dire ça. L'article compare même cette surconsommation de sucre à une sorte de détournement de notre système de récompense. Ah oui. Ce système essentiel à notre survie nous pousse à rechercher des choses qui nous procurent du plaisir. Et à les répéter avec le sucre, ce système est en quelque sorte piraté. On en veut toujours plus et on a du mal à s'arrêter. C'est un peu effrayant quand on y pense, mais concrètement, quels sont les effets de cette surconsommation de sucre sur notre santé? On sait bien sûr qu'il y a un lien avec le diabète, mais y a-t-il d'autres conséquences? Le diabète de type 2 est effectivement l'une des conséquences les plus connues, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'article dresse un tableau assez complet des méfaits du sucre sur l'organisme à court terme. On observe des pics de glycémie, des fluctuations d'énergie qui se traduisent par des coups de fatigue, des fringales, de l'irritabilité. On connaît tous ces moments où on se sent vidé après avoir mangé trop sucré. C'est exactement ça. Tout à fait. Mais à long terme, les conséquences sont bien plus préoccupantes. Le sucre favorise l'inflammation chronique, Oui. ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
Sans oublier l'impact sur le foie qui est mis à rude épreuve pour métaboliser tout ce sucre, et bien sûr le risque d'obésité. Pas très réjouissant tout ça. Heureusement, l'article propose des solutions pour retrouver un équilibre avec le sucre, n'est-ce pas? J'imagine qu'il faut commencer par prendre conscience de la quantité de sucre qu'on consomme au quotidien. Absolument, la première étape, c'est d'ouvrir les yeux sur ce que l'on mange, apprendre à décrypter les étiquettes, repérer les sucres cachés dans les aliments transformés. C'est essentiel pour reprendre le contrôle de son alimentation. Et après ce voyage au cœur de nos envies sucrées, on passe à un sujet plus futuriste, l'intelligence artificielle, qui pourrait révolutionner la lutte contre le diabète. Oui, l'article met en avant une initiative fascinante en Angleterre, l'utilisation de l'IA pour détecter le diabète de type 2 jusqu'à 10 ans avant l'apparition des symptômes. Dixan, c'est vraiment incroyable. Comment est-ce possible de prédire une maladie aussi longtemps à l'avance? C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. L'article explique qu'en Angleterre, des chercheurs ont développé un algorithme capable d'analyser des électrocardiogrammes, les fameux ECG, pour détecter des signes précurseurs du diabète. Les ECG, ces examens cardiaques assez courants, qu'est-ce que le cœur a à voir avec le diabète? C'est une excellente question. On pense souvent au diabète comme à une maladie qui affecte uniquement le taux de sucre dans le sang, mais en réalité, le diabète a des conséquences sur tout l'organisme, y compris sur le système cardiovasculaire. D'accord, je comprends mieux, mais comment l'IA arrive-t-elle à détecter ces signes avant-coureurs dans les ECG? L'INA est capable d'analyser des milliers de données et de repérer des variations infimes imperceptibles à l'œil humain. L'article explique que l'algorithme se concentre sur des intervalles de temps très précis entre les différentes ondes électriques du cœur. Ces intervalles, même s'ils varient très légèrement, peuvent indiquer des modifications dans le fonctionnement du cœur qui sont liées au développement du diabète. Donc, l'IA peut voir des choses que les cardiologues ne voient pas. On peut dire ça comme ça. Oui, l'IA a une capacité d'analyse et de traitement de l'information qui dépasse largement les capacités humaines. Et dans le cas du diabète, c'est une véritable révolution. Absolument. Détecter la maladie 10 ans à l'avance, ça laisse beaucoup de temps pour agir, pour modifier son mode de vie, pour mettre en place un suivi médical adapté. Exactement. On passe d'une médecine curative où on traite la maladie quand elle est déjà installée à une médecine préventive où on agit en amont pour éviter que la maladie ne se développe. Et l'Angleterre est-elle le seul pays à utiliser l'IA pour le diagnostic du diabète? L'Angleterre est l'un des pays pionniers dans ce domaine, mais d'autres pays s'y intéressent de près. L'article mentionne que des projets similaires sont en cours aux États-Unis, au Canada, en Israël. On peut imaginer que cette technologie va se répandre rapidement dans les années à venir. C'est une excellente nouvelle. Ça ouvre des perspectives incroyables pour la santé de demain. On est passé des héros intempestifs à l'IA qui sauvent des vies en passant par les mystères du sucre. Un vrai voyage au cœur de la santé. Et ce voyage nous rappelle une chose essentielle, l'importance de s'informer, de rester curieux, d'être à l'écoute de son corps et des avancées de la science. Tout à fait d'accord. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur de 7D Santé and Conso. N'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour retrouver l'article original et d'autres ressources. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.